Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Décideur Magazine. Nous allons parler aujourd'hui personal branding. Personal branding, donc c'est cette technique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image et ses compétences par le biais de techniques marketing utilisées habituellement pour les marques. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patricia Attard. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'agence GNG. Caroline Jurado, bonjour, influenceuse financière dans le secteur de la crypto-monnaie. Guillaume Moubèche, vous êtes fondateur et dirigeant de la start-up Lemlist. Bonjour. Et Fatou Ndiaye, fondatrice et dirigeante du collectif The Wonders notamment. Donc pour commencer cet échange, Patricia, donc vous êtes donc à la tête de l'agence de conseil en stratégie d'influence, GNG. Je voulais savoir selon toi comment avait évolué le personal branding ces dernières années et quelles étaient les figures emblématiques. Effectivement, oui, quand on parle de personal branding, on a des images, des figures qui nous viennent tout de suite à l'esprit. On va penser à Elon Musk, on va penser à Alain Flelou à l'époque, dans les grands noms, Jacques-Antoine Granjon, Frédéric Mazella. Côté femme, il y a Justine Hurtaud qui fait beaucoup de bruit, qui via Respire, ou Céline Lazorte avec Litchi. On peut se demander ce qu'ils ont tous en commun. Ben, ce qu'ils ont en commun, c'est que finalement, ils incarnent tous leur entreprise via des engagements, via des valeurs qu'ils veulent porter. Ils inspirent également, qui des fois aussi à déranger et à casser certains codes. Moi, ce que j'ai pu ensuite constater, ça fait 20 ans que je fais ce métier, que je travaille dans les relations presse, dans la communication. Les choses ont vraiment considérablement évolué, puisque c'est vrai qu'avant, les entreprises, quand elles communiquaient, c'était par le prisme de communiqués de presse diffusés à outrance. Elles mettaient en avant leurs actus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la donne clairement change, puisque c'est les porte-paroles qu'on va pousser. C'est eux qui doivent porter, du coup, voilà, les valeurs de l'entreprise. On n'est plus sur de la simple promotion. Et tout ça, ça s'est accéléré, c'est vrai, avec le Covid ces derniers temps, où on a vu de plus en plus d'entrepreneurs prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que tout ça a vraiment changé la donne. Donc clairement, on ne peut pas aujourd'hui mener une campagne de com sans pousser voilà, la vision du porte-parole qui va donc incarner l'entreprise dans les médias, dans les réseaux sociaux, ou le pousser sur des tables rondes, des conférences. Ça aussi, ça se fait de plus en plus. Et on voit même qu'il y a des formats qui changent, puisque moi, j'avais l'habitude d'organiser des conférences de presse avec des formats qui pouvaient être assez classiques, très top-down, descendants. Et aujourd'hui, on est davantage dans du partage, de l'interaction. On est sur des formats plus participatifs, finalement, proches de tables rondes ou de débats. Donc tout ça a vraiment changé. Et ce qu'il faut retenir, je pense aussi, c'est ce que je vois, c'est en tout cas que le porte-parole, l'entrepreneur qui va porter donc les valeurs de cette entreprise-là doit le faire tout au long de l'année. On ne communique pas juste en one-shot quand on a quelque chose à dire, à promouvoir. Il faut vraiment s'exprimer régulièrement, encore une fois porter cette vision, s'engager et oser défendre voilà, ses idées, son expertise, décrypter aussi l'actualité. Et c'est ce que demandent en plus les consommateurs, c'est ce que demandent les publics, justement, amis entrepreneurs qui nous écoutaient, c'est ce qu'attendent effectivement vos publics. C'est une étude récente du Hub Institute qui l'affirme, puisque pour vous donner quelques chiffres, on sait qu'il y a plus de 71% des Français qui veulent que leur CEO, que les CEO soient présents davantage sur Twitter. 74% sont convaincus que les dirigeants doivent être publiquement visibles pour assurer la bonne réputation de leur entreprise. Et il y a plus de la moitié des dirigeants aujourd'hui qui sont déjà présents sur LinkedIn et plus de 60% des leaders d'opinion suivent les dirigeants d'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que quand on pense réseaux sociaux, dirigeants, on pense tout de suite à LinkedIn, alors qu'en fait, il y a d'autres aussi réseaux qui émergent, qui sont utilisés pour parler à d'autres publics, parfois plus jeunes. On pense à YouTube, mais on pense aussi à TikTok, où on voit qu'il y a une vraie émergence. Les entrepreneurs utilisent de plus en plus TikTok, et je pense que Caroline pourra nous le confirmer. Tout à fait. Oui. Caroline, alors du coup, vous êtes influenceuse, influenceuse financière, entrepreneuse, spécialisée dans les crypto-monnaies. Tu as 31 ans et tu viens de dépasser justement les 100 000 abonnés sur TikTok. Bravo.
Alors pas comment... vraiment un succès en soi, mais C'est quand même pas mal. Oui. Le seuil symbolique. Ton créneau, c'est tu vulgarises en fait le secteur de la crypto-monnaie qui est quand même encore assez opaque et tu le fais donc via notamment TikTok, mais pas que, tu vas nous dire. Et tu viens de sortir un livre qui s'appelle Les cryptos de Caro. Oui. Pourquoi avoir fait ce choix de mettre ton nom dans le titre du bouquin et de t'incarner autant pour vulgariser ce secteur-là? En fait, c'était beaucoup lié à la thématique de mon sujet. Le sujet des crypto-monnaies, c'est obscur, comme tu le disais, et c'est très peu incarné. Les gens qui en parlent sont assez rares à le faire de manière non anonyme. C'est assez rare que ce soit des personnes qui se présentent comme ton ami, qui apportent quelque chose que moi je recherchais quand je me suis intéressée aux cryptos. Et donc, assez naturellement, j'ai eu envie d'avoir un positionnement où l'ensemble de mes contenus sont produits pour produire la même expérience, qui est... t'es avec ta copine Caro dans son salon ou à un café autour d'une bière et elle va te parler de crypto. Donc elle va t'apprendre des trucs sans avoir une posture de professeur ou avec vraiment quelque chose qui va être très amical. Donc pas de jargon trop technique. Pas de jargon, c'est pour ça aussi que je me présente toujours en disant Caro. C'était quelque chose... Alors pour l'anecdote, les cryptos de Caro, c'est le nom de mon média. Donc mon livre, ma newsletter et l'ensemble de mes chaînes sur les réseaux sociaux. Et c'est ma communauté qui l'a choisi. J'avais vraiment fait voter ma communauté sur les noms qui pouvaient être les plus pertinents pour ce média-là. Et il se trouve que c'est les cryptos de Caro qui est ressorti, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Qui est devenue une marque en fait aujourd'hui. Et c'est devenu une marque, ouais, c'est devenu ma marque. Tout à fait. Et donc, quel autre cadeau tu utilises? Donc TikTok, mais je sais un peu LinkedIn aussi. En fait, TikTok, c'est vraiment mon canal d'acquisition principal. Ouais. C'est le canal par lequel j'ai commencé à faire de l'acquisition et il est remarquable. Vraiment, il est remarquable comme canal. Ça vaut vraiment le coup de prendre la parole sur ce réseau-là. C'est pas uniquement de la danse. On en parlait en off. Voilà. C'est pas uniquement de la danse, ma communauté sur TikTok, elle a plus de 25 ans, elle a entre 25 et 44 ans, donc du coup c'est quand même des personnes qui sont plus âgées, et on peut parler de sujets qui sont super business dessus, même s'il y a toujours un angle qui est très divertissant. On n'est quand même pas là pour se faire chier sur TikTok. Du coup, ça rentrait très bien avec ma ligne édito à moi qui est, c'est du divertissement, mais en même temps on parle de crypto, et on apprend à se connaître. Donc j'utilise ce canal-là pour faire de l'acquisition, c'est le meilleur pour ça. Mon produit principal, c'est ma newsletter, qui est... En fait, c'est là-dedans que je vais apporter le plus de valeur possible. Et je vais essayer aussi de reproduire cette expérience-là, que j'essaie d'avoir sur tous mes réseaux. Donc en début de newsletter, je mets toujours un petit gif de là où je suis quand j'écris la newsletter. Je veux toujours qu'on voit mon visage, on crée cette expérience-là. Je vais toujours dire « tu » quand je parle à ma communauté. Et ensuite, je vais utiliser Instagram un peu différemment, plutôt pour faire de l'animation de communauté, donc pour montrer l'envers du décor. Tout à l'heure, j'ai filmé ici pour pouvoir le montrer à la communauté. Enfin, je vais vraiment animer ça de manière beaucoup plus simple. Pour l'émotion, peut-être. C'est beaucoup plus pour l'émotion, exactement. C'est là où je vois vraiment la transformation entre une audience et ma communauté. Parce que les gens réagissent dès que je leur partage des trucs, ils viennent aux événements que je leur propose, enfin bref. Et après, j'utilise YouTube aussi, mais ça fait un peu moins longtemps que je suis sur le réseau, donc c'est plutôt pour le long terme que j'imagine ça. Donc un peu partout. Et LinkedIn aussi. Ah oui, c'est vrai que j'ai aussi... Il y a aussi LinkedIn. C'est vrai. En fait, sur LinkedIn, je parle pas vraiment de crypto, je l'utilise beaucoup pour ma légitimité entrepreneuriale, entre guillemets. Donc je parle beaucoup de ce qui se passe pour moi depuis la création des cryptos de Caro. Ça fait 1 an, ça fera 1 an le 4. Donc je parle beaucoup de l'envers du décor et c'est ce qui me permet d'avoir la visibilité sur les différents réseaux et donc d'asseoir cette crédibilité-là. Et ce que tu m'as dit, ce que tu n'avais pas forcément anticipé, c'était de la violence qui pouvait exister via les réseaux sociaux quand tu t'es lancée. Ouais. Alors tu m'as dit ne pas lire les commentaires et je pense que c'est une bonne chose, mais c'est assez violent. En fait, c'est quelque part l'envers de la médaille quand on incarne autant sa marque, c'est que moi, je fais pas... En plus, je travaille seule, donc je fais pas la différence entre la marque, les cryptos de Caro, et qui je suis, moi, Caro, parce que c'est une partie de moi, c'est ce que je présente tous les jours parce que je produis du contenu quotidien et du coup quand j'ai des retours qui sont négatifs et qui sont violents et c'est le cas tous les jours c'est comme si quelqu'un m'arrêtait dans la rue et il me dit toi t'es vraiment conne et je le ressens, je le vis vraiment comme ça donc je sais que c'est là les réseaux c'est quand même violent et surtout quand on incarne sa propre marque c'est difficile de prendre du recul mais j'essaye de pas regarder les commentaires
de me couper un petit peu de ça au maximum, parce que sinon je ferais plus ce que je fais en fait. Merci beaucoup Caroline. Autre retour d'expérience dans un domaine complètement différent quoique, dans la personnalisation des campagnes d'emailing commercial avec toi Guillaume. Ouais. Donc tu as fondé Lemlist en 2018, C'est ça. je crois. On a beaucoup entendu parler de toi l'année dernière en mars quand tu as annoncé avoir refusé une levée de fonds de 30 millions de dollars, t'érigeant un peu en porte-parole de ces nouveaux entrepreneurs qui refusent les levées de fonds. Pardon. Est-ce que tu avais anticipé ce buzz autour de ce refus et comment tu as vécu justement la suite? C'est une bonne question. Le buzz, non, je ne savais pas exactement la portée de ce que ça allait avoir en fait au moment où on a fait ça. Par contre, en fait, ce que je savais, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'entrepreneurs qui se lançaient, qui réussissaient à faire des business rentables dont on parlait jamais, que personne ne connaissait. Mais il n'y avait pas vraiment de point central pour faire en sorte que ce nouveau modèle émerge et soit connu de tous. Et aujourd'hui, en fait, quand je regardais un petit peu les personnes qui lèvent des fonds, je voyais que c'était vachement de réseautage, de personnes qui se connaissent, il fallait un réseau, etc. Et en fait, moi qui viens d'un quartier assez populaire, etc., j'avais quand même l'envie de faire en sorte que l'entrepreneuriat soit accessible au plus grand nombre. Et la boîte qu'on a lancée, donc Lemlist, il y a 4 ans, on l'a lancée avec 1 000 euros. Donc on a chacun mis 300 euros et aujourd'hui elle vaut plus de 150 millions. Et on n'a pas eu d'investisseurs, on n'a pas fait de prêt à la banque, etc. Donc en fait, je sais que c'est possible. Et le problème, c'est que personne ne parle de ces façons de faire qui sont un peu différentes de la levée de fonds. Et donc je me suis dit, bah ok, on va montrer aux gens comment faire pour lever, parce que pour plein de boîtes, ça peut être utile. Et donc, on avait une démarche qui était très pédagogue sur le fait de le faire en public. Et si on reçoit, parce qu'il y avait aussi ça, la vraie question, c'était est-ce qu'on va recevoir une offre, en fait ? Parce que ça aurait très bien pu, on aurait très bien pu ne pas avoir d'offre. On savait qu'on était en hyper-croissance, mais moi, j'étais quand même un peu en pression en me disant, bah, tant qu'on n'a pas de term sheet, donc de contrat pour la levée, bah, techniquement, je ne peux pas refuser parce que personne ne me l'a proposé. Et quand on l'a eu, là, on l'a refusé publiquement afin de lancer un débat. Patricia, d'ailleurs, elle nous a vachement accompagnés et tout là-dessus. Et franchement, c'était très cool de pouvoir amener ça au cœur du débat. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pris personnellement. Je pense qu'il y a des gens qui se sentaient, et comme disait Caro, de toute façon, quand tu fais du contenu qui va être qui va un petit peu titiller certaines personnes, tu vas avoir des réactions, mais c'est bien en fait. Parce que plus tu as de réactions négatives, plus il y a des gens qui commentent, plus tu as de commentaires, et voilà, exactement, c'est ça. Ce que tu disais, Patricia, dans les personnalités qui incarnent le personal branding, il y en a qui dérangeaient aussi. Il y a parfois certaines prises de parole et certaines positions qui dérangent. Tout à fait, qui cassent les codes. Et c'est typiquement ce que tu as fait, toi. Mais ce qui était assez marrant, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir en me disant en faisant ça, tu t'es mis tous les VC et les investisseurs à dos, etc. Alors qu'en fait, ce qui est assez drôle, c'est que juste après ça, en fait, j'ai eu peut-être 3 ou 4 fois plus de messages d'investisseurs et qui venaient me voir en me disant franchement, ça fait du bien de voir quelque chose de différent, t'as fait ce que tu devais faire. Il y a, en fait, les personnes qui étaient surtout le plus énervées, c'était des entrepreneurs qui avaient levé des fonds et qui se retrouvaient en fait dans des situations où ils ont fait des levées parce que ils étaient attirés par la fame de lever beaucoup, mais en fait derrière ils se retrouvaient avec plus de contrôle de leur boîte et donc du coup ça les énervait et ils avaient l'impression en fait pas de s'être fait niquer, mais bon, un petit peu quand même. Et derrière ça, en fait, il y a eu des fois où je me suis même fait prendre à partie sur Clubhouse à l'époque où c'était quand même assez dynamique par des entrepreneurs, je pense qu'ils se reconnaîtront s'ils voient ça, mais qui étaient venus pour me faire un guet-apens, quoi. 8 entrepreneurs qui avaient levé des fonds et c'était, genre, à limite, mon procès, quoi. Et à ce moment-là, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait Xavier Niel qui était là et qui est revenu après pour me dire, en gros, en mode, t'as fait ce qu'un entrepreneur doit faire, Et puis t'as aussi inspiré, cool. Je pense, les jeunes générations d'entrepreneurs en leur montrant une autre voie. C'était ça aussi, je pense, la portée du message que tu voulais clairement, pousser, et ça, en fait, quand tu fais ce genre de choses, en fait, peu importe le nombre de messages négatifs, parce qu'on va toujours se focus, comme disait Caro, tu vois, quand tu reçois des messages négatifs, c'est sur toi. Enfin, moi, clairement, quand il y a les vidéos qui sont passées, on m'a sorti, putain, Nadal, il a pris cher avec le Covid. Après, il y avait des messages d'insultes, il y avait des trucs comme ça. Et en fait, ouais, forcément, tu le prends un peu personnellement, et c'est parfois difficile, surtout quand tu as des vidéos qui font des millions de vues et où il y a beaucoup de commentaires. Mais après, le fait de recevoir des messages, comme disait Patricia, de jeunes qui me disent mais en fait, moi, ça fait 6 mois que j'essaye de contacter des fonds parce que je suis persuadé que c'est le seul moyen pour que mon business se lance. Mais en fait,
Pas du tout, enfin, tu m'as donné genre la gouache, je vais me lancer, j'y vais avec mes petites ressources, j'ai peut-être moins d'ambition au début, mais j'avance pas à pas et c'est comme ça que je vais grandir. Nous, au départ, quand on s'est lancé, enfin, moi, j'étais pas du tout ambitieux. Hein. Mon ambition, c'était j'aimerais bien me payer un salaire, quoi. Et c'était vraiment ça. Mais l'ambition, ça vient en mangeant petit à petit. Et en fait, le problème de ces levées de fonds un peu faramineuses, c'est que parfois, on a l'impression que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se réveille un matin, déjà il se lève à 5 heures, il se réveille comme ça, et il est là, il fait « j'ai une vision, et pour les 5 prochaines années, ça va être ça ma vie, et tout ». Et donc forcément, ça décourage plein de personnes qui pourraient commencer à se lancer petit à petit, et faire des choses en fait, parce que l'entrepreneuriat c'est ça, c'est créer, c'est se lancer et c'est découvrir. Alors aujourd'hui tu fais mieux que de te payer un petit salaire qui est présent dans 85 pays, comme quoi ça marche quand même, en ayant incarné ce message, parce qu'aujourd'hui on parle personal branding, du coup tu sais toi qui as porté le message de l'entreprise, tu le portes toujours aujourd'hui, comment tu le déclines, alors sur quels canaux toi tu privilégies par rapport à ceux qu'a décrit Caroline, LinkedIn, TikTok ou autre? Mon gros canal ça a toujours été LinkedIn. Ouais. Après, j'ai commencé à me positionner un peu sur d'autres canaux comme Twitter. En fait, Twitter, c'est utile pour moi pour les US. LinkedIn, c'est très international, mais Twitter, c'est vraiment focus US. YouTube, c'est très européen. Mon TikTok, c'est quelque chose que j'ai commencé récemment et ça marche assez bien. En fait, là, récemment, j'ai fait une vidéo pour du recrutement, justement, où je montrais un petit peu notre mode de fonctionnement en remote, donc télétravail, et j'expliquais aux gens, en fait, s'ils étaient pas... En gros, c'était une vidéo un peu inspirationnelle, s'ils sont pas bien dans leur job de tous les jours, ils devraient démissionner pour nous rejoindre, quoi. Et en gros, on a eu des centaines et des centaines de personnes qui ont postulé, dont vraiment des top profils, donc ça, c'était cool. Et en gros, ma stratégie par canal, elle est assez différente. Donc... Twitter, c'est vraiment autour de ce qu'on appelle le bootstrapping, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée une boîte sans lever de fonds, donc avec des ressources limitées. Ensuite, LinkedIn, c'est vraiment un peu comme Caro, donc c'est à propos de toutes les différentes étapes que je peux avoir au cours de ma vie entrepreneuriale. YouTube, c'est un endroit où je fais un vlog hebdomadaire, donc toutes les semaines, où je parle en fait des hauts et des bas. Donc des fois, ça va être, par exemple, je vais expliquer publiquement pourquoi un jour on a perdu notre plus gros client. Donc on avait un client qui nous payait 250 000 balles à l'année. Et ben en fait, tu vois, j'ai fait une vidéo, on l'a perdu. Genre c'était vraiment, c'est un moment dur quoi, en tant qu'entrepreneur, mais je me suis dit c'est pas grave parce qu'en fait, je vais en parler, je vais expliquer pourquoi. C'était un des mecs en fait qui faisait les campagnes d'un des présidents américains dont je ne mentionnerai pas le nom. Et du coup, il faisait beaucoup de prospection, il utilisait notre outil, il payait cher, machin. Et voilà, et donc en fait, moi je documente tout sur YouTube. Et après, TikTok, là c'est plus expérimental où je teste des choses. Et je vais voir un petit peu ce que ça donne. C'est très novateur les retours d'expérience sur les échecs. Hein. C'est pas forcément dans la culture française. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que moi, en fait, dès le départ, j'ai eu un focus international. Parce qu'en gros, même si on a des employés dans plusieurs pays, on est quand même basé essentiellement en France. On a des bureaux à Paris, mais les gens sont un peu partout en France. Et en gros, dès le départ, j'ai commencé à faire des vidéos en anglais. Et en fait, la communauté française, mais tout le monde se foutait de ma gueule. En fait, c'était l'accent français, il y avait tout le temps des gens qui étaient là à tracher et tout. Et en fait, ça, c'est des trucs où... en fait, il y a un moment où il faut juste passer au-dessus, quoi. C'est difficile, ça fait mal et tout, mais en vrai, moi, je me disais, c'est pas grave, je continue et je lâche rien. Et sur le long terme, après, les gens, ils se disent... Ah ouais, mais comment t'as fait pour maintenant être présent dans 85 pays et tout c'est ça qui a facilité justement, c'est le fait d'incarner et de te mettre en avant, ça t'a ouvert les portes de l'internalisation plus facilement. Bien sûr, ouais, très rapidement, on a eu un partenaire en fait aux US, ils m'ont fait venir, à l'époque on avait très peu de chiffre d'affaires, et en fait ils ont tellement bien aimé le contenu que je faisais, ils voyaient le potentiel, et ils se disaient, attends, nous l'accent français en vrai on kiffe, il a une bonne énergie, c'est sympa et tout. Et en fait, les mecs, ils m'ont fait venir à Austin, ils m'ont payé le vol, et ça vient que de ma personal brand. Parce que tous les jours, et en fait, une personal brand, c'est pas forcément, ça veut pas dire avoir des centaines de milliers de followers partout. On s'en fout, c'est juste, il faut être présent de façon régulièrement. En fait, si tu postes tous les jours, les gens, ils vont te voir. Et en fait, que t'aies un like, 10 likes, 100 likes, on s'en fout en fait, mais des gens vont te voir. Occuper l'espace. C'est ça. Et plus les gens te voient, et en fait, moi, ça m'a ouvert les portes
de plein de conférences partout en Europe, aux États-Unis, etc. Et à cause de ça, quoi. Enfin, grâce à ça. Et alors, au sein de l'entreprise, comme tu peux pas le faire tout seul, quelle stratégie tu mets en place pour que les salariés de l'Emlist puissent aussi devenir des ambassadeurs de l'entreprise et le faire au quotidien comme tu peux le faire? Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est pour moi, chaque personne en fait dans une boîte occupe un rôle, une fonction. Et bon, on va prendre par exemple des gens qui travaillent en marketing. Moi, j'ai envie que dans ma boîte, il y ait les meilleurs dans chaque discipline. Et pour devenir le meilleur pour moi, il faut pouvoir enseigner. Si tu veux être maître d'un sujet, il faut savoir l'enseigner. Et en fait, la personal brand, c'est ça. C'est tu vas partager tes apprentissages à ton audience. Et en fait, il y a des gens qui sont juste avant toi. Comme disait Caro, tu vois, quand elle a commencé, en fait, elle s'est dit, moi, je crée le contenu que j'aurais envie d'avoir, avoir pu y accéder quelques mois auparavant. Et en fait, c'est ça, c'est dans ta vie, tu vas apprendre plein de choses. Et en fait, tes apprentissages, tu peux les partager à des gens. Et c'est comme ça que tu vas créer ta relation de confiance. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai carrément un programme en interne qui aide les gens à construire leur personal brand, où je les coach. Donc ça me prend quand même pas mal de temps et tout. Mais en fait, c'est des choses qui au final, aident chaque personne à se développer. Mais en même temps, eux, ils rayonnent. Mais s'ils rayonnent, ça fait rayonner aussi ta boîte. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur un petit peu d'avoir des employés avec des personal brands trop fortes. Mais pour moi, c'est un problème d'ego, en fait. C'est jamais un problème d'entreprise parce que nous, en termes de croissance, ça nous aide vachement parce que ça te permet de démultiplier tous tes efforts. Le risque pour toi, il est où? Qu'ils se fassent débaucher par d'autres boîtes? Ouais, mais c'est pas un risque, tu vois. Parce qu'au final, moi, en fait, ces gens-là, pendant qu'ils sont là, ils apportent plein de choses à la boîte. Et après, moi, mon ambition en tant qu'entrepreneur, c'est que les gens montent des boîtes. Donc, si les gens s'épanouissent et soient heureux, tu vois. S'il y a des gens dans ma team qui sont en train, qui ont plus envie d'être là, j'ai aucune raison de les forcer à rester et je suis très content qu'ils aient apporté, qu'ils aient appris plein de choses. C'est ça qui est beau avec la connaissance, c'est que quand tu la partages, la personne est plus riche et toi, tu es toujours aussi riche, tu as partagé quelque chose. Et aujourd'hui, combien de salariés chez l'Emlist? On est, je pense, 55 aujourd'hui. 55. Ouais. Bravo, merci beaucoup Guillaume. Dernier exemple de personal branding réussi, étonnant et assez détonnant avec toi Fatou. Alors Fatou, tu es experte aux Nations Unies, serial entrepreneuse, mannequin, globe-trotteuse, j'en bafouille. Et, tu es tombée dans le personal branding le jour où tu t'es rasé la tête. C'est ce que tu m'as dit quand on a préparé ce plateau. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu cette démarche? C'était une expérience assez extraordinaire. En fait, j'ai rencontré à travers, grâce à des amis, quelqu'un qui s'appelle Badara. Et on a déjeuné ensemble un jour et il me dit t'as le potentiel d'être remarquable. Je fais ok, d'accord. Et il me dit tu devrais te raser les cheveux. Et à ce moment-là, j'avais des tresses très classiques. Et je lui dis bah non. Et une demi-heure plus tard, j'étais dans un salon de coiffure avec lui. Et je me suis rasé la tête. Et en fait, je sors du salon de coiffure et la première personne que je vois s'arrête, me regarde droit dans les yeux et me dit You look amazing. Elle me dit vous êtes remarquable. Et en fait, j'ai incarné littéralement ce que m'avait dit Badara lors du déjeuner. Et en fait, ce jour-là, je me suis vraiment révélée parce que le fait de ne plus avoir de cheveux, du coup, je devenais littéralement remarquable parce que c'est très rare des femmes qui n'ont pas de cheveux. Et grâce à ça, je me lance dans le mannequinat. Et je crée ma page Instagram à ce moment-là et je commence à construire cette marque de Fatou qui est mannequin. Et en parallèle de ça, j'avais une carrière dans le commerce international, donc qui n'était pas du tout mon domaine. Et Instagram me sert à ça, vraiment à créer cette marque qui grossit de plus en plus. Donc je suis dans Vogue, je fais des couvertures de magazines. Et je me rends compte en fait de la force d'être remarquable et surtout d'avoir cette marque. Je me dis, j'ai réussi dans la mode, et si j'essayais dans un autre domaine? T'étais chez KPMG, juste avant tout ça. Non, juste après, en fait. J'arrive à KPMG au moment de cette transition où j'arrive chez KPMG, et je me dis, je pourrais aussi créer ma propre marque, dans un autre domaine que la mode. Et j'arrive chez KPMG en me disant, la marque Fatou chez KPMG, ça sera Fatou. Fatou qui s'habille en tailleur jaune, en tailleur rouge, qui aime faire son défilé de mode tous les lundis, voilà quoi. On a du mal à imaginer ça chez KPMG, mais c'est bien. Je détonnais. Mais c'est également ce qui m'a permis d'être très connue au sein du cabinet de conseil. Et j'ai mon expertise, donc j'apportais une expertise et en même temps j'apportais une personnalité. Ce qui est très rare. Et un matin, je me dis, j'ai réussi dans la mode et si j'essayais dans un autre domaine qui n'a rien à voir, la blockchain. Et je prends des cours de blockchain. Et un des exercices qu'on va faire, c'est de poster tous les jours sur LinkedIn un article. Et ça revient sur ce que disait Guillaume, c'est qu'en fait, je suis devenue experte
de la blockchain en transmettant le savoir que j'apprenais la veille et que je m'accaparais. Donc moi, mon sujet, c'était le commerce international. Donc j'ai appliqué la blockchain au commerce international et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mon branding, cette fois-ci sur LinkedIn. Donc mon Instagram servait à la partie mode et lifestyle et mon LinkedIn a servi à faire grossir cette marque autour de la blockchain. Après, tu as lancé Great Village, c'est ça? Quand est-ce que c'était et qu'est-ce que c'était exactement? Donc Great Village, je l'ai lancé en rentrant en France. Donc en fait, je suis restée 8 ans à l'étranger. Donc j'ai vécu entre Singapour et Sydney. Sydney, j'étais chez KPMG. En parallèle, grâce à la blockchain, je deviens experte aux Nations Unies. Donc grâce à ce personal branding que j'avais créé, je me retrouve à faire des conférences aux Nations Unies. Je suis invitée un peu partout pour parler de ce sujet. Et du jour au lendemain, le wake-up call des 30 ans, comme on dit, donc le réveil à 30 ans où je me dis, si je pouvais créer, je pense que je peux créer plus d'impact positif en faisant autre chose. Donc je rentre en France et avec une amie, je me dis la même chose que Guillaume, encore une fois. Je me dis, mais en fait, il y a plein de gens qui ont des rêves, qui veulent créer des boîtes. Et le premier frein, c'est l'argent. En fait, l'argent ne devrait pas être le frein pour réussir à réaliser ses rêves. Je me dis, mais en fait, l'argent sert à quoi? À acheter des compétences, à être connecté aux bonnes personnes ou à avoir des outils. Et c'est comme ça que je lance Great Village avec mon associé Maud en se disant, et si on aidait les gens à avoir accès à ces ressources grâce au troc? Donc en créant une communauté de partage et d'entraide où chacun met à disposition les ressources qu'il ou elle veut, des compétences, de dev, de branding, une salle, un micro, enfin tout et n'importe quoi. Mais ça peut aider un entrepreneur à impact social à faire grossir sa boîte. Donc décupler l'impact grâce à la communauté. Et donc je me retrouve, pareil, grâce à ce personal branding que je crée sur les réseaux sociaux, à être invitée notamment à la conférence annuelle de Microsoft en Floride. Pas mal. Et alors, dernière initiative en date, je crois que ça date de l'année dernière, The Wonders, donc collectif humaniste qui a vocation à aider les femmes à réaliser leurs rêves, c'est ça, professionnel mais aussi personnel Tout à fait. Oui, parce que je me suis rendu compte en créant Great Village que la clé pour réussir à faire du troc, c'est de l'audace. Il faut être très audacieux pour se dire bon alors Guillaume, je vois que tu as un nouveau bâtiment, est-ce que je peux venir avec mes Wonders faire un événement? Quand même une certaine audace. Et malheureusement, les femmes dans la société dans laquelle on vit ont moins d'audace que les hommes. Je me suis dit, et si je créais un programme de formation où je transmets mes connaissances d'audace, donc toute mon expertise à ces femmes. Et aujourd'hui, oui, nous sommes un collectif et nous avons créé notamment la Journée internationale des femmes d'impact pour révéler des rôles modèles, les mettre en lumière. Et on est accompagné notamment par Patricia pour leur donner une voix, leur permettre d'être sur des plateaux comme celui-ci. Tu as un exemple à nous donner d'une de ces femmes que tu aurais suivies, que tu aurais aidé justement à dépasser, à réaliser ses rêves? Bah, j'ai 77 exemples, parce qu'en fait on a 77. Alors on va aller sur le temps. On a 3 ans ou pas? Ok. Parce qu'on a remis, du coup chaque année on remet 77 trophées à 77 femmes extraordinaires, qu'elles soient artistes, salariées. Et on a notamment Ikram qui crée elle permet d'enlever tout ce qui est déchets dans la restauration grâce à un système de conteneurs qui peuvent être de bols qui peuvent être lavés et réutilisés dans la restauration, donc notamment en restauration à emporter. Donc là on est vraiment sur de l'impact sur l'environnement. Alors, en effet, tu as fait plein de choses. Du coup, tu as plusieurs identités. Et aujourd'hui, donc, tu lances un site internet pour expliquer un petit peu qui est Fatou, qui est la marque que tu as créée. Marque que tu as déposée, je crois, tout récemment à l'INPI. Et quand même la preuve que c'est une marque aujourd'hui à part entière. Pourquoi cette démarche de dépôt? En fait, j'ai reçu énormément de messages de personnes que je connais et que je ne connais pas qui me disaient en fait, on ne sait pas ce que tu fais. En fait, t'es mannequin, t'es aux Nations Unies, en fait, t'as des boîtes, mais c'est quoi tes boîtes? C'est quoi le lien entre tes boîtes? Et en fait, les gens étaient complètement perdus dans quelle était la marque, qui est Fatou en tant que marque. Donc, je suis allée voir des experts, donc je travaille avec Gen G et notamment avec Pixelis pour développer la marque Fatou, qui rassemble vraiment le message que je veux faire passer au monde, qui est ensemble, on va nulle part. Mais par contre, si on crée une communauté de gens qui partagent les mêmes valeurs, on peut faire des choses extraordinaires, que ce soit en termes d'entrepreneuriat à impact, grâce au troc, que ce soit un collectif de femmes qui s'entraident et qui boostent leur audace et leur confiance en soi en collectif, ou que ce soit autour de la mode éthique en se disant, voilà, il y a différentes cultures dans le monde, ça peut être intégré à la mode, mais ça, faut le faire avec beaucoup d'intelligence. Et aujourd'hui, donc, je suis en train de développer cette marque et étant donné qu'on est beaucoup de Fatou Ndiaye, j'ai décidé que moi, ce serait Fatou.
Merci beaucoup Fatou. Et merci à tous les trois pour vos retours d'expérience passionnants. Je voulais savoir, alors là on a parlé beaucoup de bonnes pratiques, ce que vous avez mené, mais il y a des écueils, je pense, à éviter pour que le message puisse atteindre son objectif et toucher le maximum de monde et rassembler. Patricia, selon toi, quels seraient les écueils à éviter pour une stratégie, pour Effectivement, oui. rendre la stratégie de personal branding efficace? C'est peut-être se lancer sans vraiment trop réfléchir, aller trop vite, ne pas se préparer. Je pense que être dans la spontanéité, c'est vachement bien parce que je pense que le message est peut-être plus fluide, mais à un moment donné, il faut que ce soit quand même construit. Il faut qu'on ait vraiment un vrai travail autour des éléments de langage, de la vision qu'on veut porter, faire passer. En plus, comme on le disait tout à l'heure, l'idée c'est de communiquer quand même régulièrement. Il faut avoir quand même des choses à dire, il faut créer du contenu, il faut embarquer aussi ses communautés, et ça ne va pas forcément tout le temps pouvoir s'improviser. Donc je pense qu'il y a un vrai travail qui doit s'opérer. Ça peut être fait, et c'est à ça que servent les professionnels clairement de la communication aussi, ça peut être fait entouré de pros. Mais je pense qu'il ne faut pas se précipiter, faire attention à ça. Éviter de se dire aussi que ah ben non, c'est pas pour moi, parce que moi j'ai souvent des clients qui me disent ça. Non, mais pour faire ça, il faut avoir un ego surdimensionné. Moi je veux pas me mettre en avant comme ça, c'est pas possible. Non, effectivement, comme on le disait, on est là pour vraiment inspirer, pour attirer peut-être aussi des talents. Il y a vraiment un enjeu, je pense, de marque employeur qui est derrière, et c'est ce que tu disais, tu vois, pour recruter, je pense, qui est essentiel. Et si on a un discours qui est bien maîtrisé, si on sait mettre aussi en avant ses collaborateurs, on n'est pas du tout dans cet écueil du CIO avec un ego surdimensionné, pas du tout. Certains aussi ont peur en se disant non, moi je suis timide, je vais pas oser, etc. Donc je pense vraiment, la préparation, l'accompagnement, c'est une clé assez essentielle. Pour lever les freins psychologiques. Pour lever les freins psychologiques, qui peuvent arriver, effectivement. Selon vous, tous les trois, est-ce qu'il y a une recette si vous deviez citer un ou deux ingrédients pour réussir sa stratégie de personal branding pour les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, si vous deviez en citer un ou deux? Alors Guillaume, on va passer dans l'ordre. Je pense que le premier point qui est super important, c'est d'être soi-même. Parce que une personal brand, c'est quelque chose qui doit grossir avec le temps. Et en fait, pour ça, il faut de la consistance. Et en fait, le faire tous les jours, si tu t'es créé une image qui est fausse, en fait, tu n'y arriveras pas. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça ne sera pas toi et ça va juste te saouler, en fait. Et donc, je vois des personnes qui essayent d'écrire, qui se donnent un peu un rôle, mais je sais que ce n'est pas eux. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Et en fait, ça se sent. Donc, je dirais, c'est ça, c'est d'être soi-même. La sincérité du message. Sincère, être transparent, je pense que c'est important aussi, et documenter. En fait, je prends un exemple qui marche assez bien. Tout le monde, vous voyez ce que Marco Polo, je pense que tout le monde le connaît. On pense que c'est la personne qui a découvert la route de la soie, etc. En fait, Marco Polo, c'était juste un vendeur classique vénitien, et il y en avait eu 1000 avant lui qui avaient découvert la route de la soie. Mais la différence que Marco Polo avait versus tous les autres et les milliers avant lui, c'est que c'était le premier qui a commencé à documenter. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, votre route, elle va tout le temps être différente des autres. Et en fait, si vous êtes là à documenter, vous allez créer quelque chose d'unique, et vous allez créer ce lien de confiance avec les gens qui est ultra important. Et en fait, pour créer une boîte, pour développer quelque chose, c'est tout le temps des relations de confiance, en fait. Et en fait, dès qu'on achète quelque chose, c'est une relation de confiance. Quand je vais au supermarché et que j'achète de la nourriture, j'ai confiance que cette nourriture va pas me tuer. Quand je vais au resto, c'est la même chose. Et en fait, quand on achète un produit ou un service, c'est parce qu'on a confiance dans ce que ça va nous apporter, ça va nous délivrer. Et pour créer cette relation de confiance, être transparent, apporter de la valeur et parler un peu des hauts et des bas en documentant, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Merci Guillaume. Caroline? Alors, je rejoins déjà parfaitement ce que Marco dit Polo. Guillaume. Ce que moi, j'ai trouvé très efficace en complément, c'est alors effectivement produire du contenu de manière super régulière. Moi, j'ai un document où je centralise toutes mes idées. Les idées, il ne faut pas penser que ça vient quand tu es au bon moment sur ton ordinateur prêt à écrire. Ça vient quand tu es en train de faire n'importe quoi, du vélo ou quoi. Et donc, j'ai un outil qui me permet de récapituler toutes mes idées et après, je vais piocher dedans pour écrire. Et ensuite, je dirais que c'est quand même utile de ne pas se disperser. En fait, de choisir 2 ou 3 piliers sur lesquels tu vas vouloir communiquer et de réfléchir chacun de tes contenus en termes d'expérience que tu veux apporter à ton audience et de valeur ajoutée. Je pense qu'avec ça, on peut commencer à faire un truc ok. Ça complète pas mal. Merci beaucoup. Fatou, est-ce que tu as un petit complément, des petits conseils supplémentaires? C'est cool les gars. Moi j'ajouterais à ça
Le fait peut-être de créer une marque qui soit remarquable et cohérente. Remarquable dans le sens qui sorte du lot. Et en fait, tu l'as très bien fait en parlant notamment de la levée de fonds, ou la non-levée de fonds en l'occurrence. Oui, oui. Et toi, les cryptos, en étant une amie qui en parle. Donc ça vous rend complètement remarquable. Et je pense que ça, c'est très important. Et quand on parle de remarquable, c'est également quelque chose qui soit aligné avec ses intérêts, ses compétences, son authenticité, qui on est vraiment intérieurement. Et cohérent, bah, clairement, pas dire qu'on adore tout ce qui est éthique et aller acheter des bouteilles en plastique et les mettre sur les réseaux. Enfin, il y a un moment, il y a aussi... Ça, c'est plus possible aujourd'hui. Ça, c'est plus possible en fait. Donc, je pense être cohérent sur qui on est. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Patricia, moi, j'ai commencé de façon hyper spontanée, un peu n'importe comment. Et en fait, cette stratégie, elle est arrivée après, mais j'aurais pas pu faire la stratégie si j'avais pas eu déjà cette base de créer. Et donc, par exemple, aujourd'hui, bah, je stratégise ce que je fais, notamment par rapport à Instagram. Je stratégise sur LinkedIn quel contenu je veux poser. Enfin, voilà. Donc, faire cette stratégie a posteriori, c'est également possible si on s'est déjà lancé. Parfait. Merci beaucoup Fatou. Merci à tous les trois. Merci Patricia. Merci et beaucoup. merci à vous. En espérant que ces conseils vous donnent des ailes pour vous aussi vous lancer dans le personal branding. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci. à tous.